l'étape fondamentale, si on voulait passer à un système par capitalisation, ce serait précisément d'aller à un régime unique par points tant qu'à faire. Donc disons que demain, s'ils avaient la volonté vraiment de transformer le système en un système par capitalisation, ils en auraient tous les moyens. Mais en attendant, ils nous disent, on maintient le système par répartition. Mais dans le projet de loi qui a été déposé au Conseil d'État, il y a un article très clair qui ouvre les vannes à la capitalisation. Et d'ailleurs, tout ça a été préparé méthodiquement, notamment depuis la loi Pacte. Souvenez-vous-en, celle qui a procédé à la privatisation d'ADP. Si vous ne l'avez pas encore fait, il faut signer. Mais dans la loi Pacte, il y avait des encouragements sans précédent aux retraites par capitalisation, par des exonérations fiscales sur ces produits financiers. Et bien évidemment que la retraite par points va avoir pour effet d'ouvrir les vannes considérablement vers les retraites par capitalisation. Pourquoi? Eh bien pour deux raisons. D'abord parce que si l'âge légal est maintenu à 62 ans, mais que vous n'avez pas envie de vous coltiner le fait de devoir travailler jusqu'à un âge qui n'est plus décent, l'âge d'équilibre, qui va se décaler génération après génération, eh bien si vous avez les moyens d'anticiper un peu, vous serez encouragé à aller voir le banquier et l'assureur pour cotiser pour vous-même et avoir de quoi compléter. Comme ça, vous pourrez dire, je pars à 62 ans, Monsieur Macron, il me colle une décote, mais c'est pas grave, il y a l'assurance Schmoll et la banque Truc-Muche qui m'a fait mon produit par capitalisation, donc je peux compléter mes revenus. Première manière d'encourager la capitalisation. Et la deuxième, c'est pour les hauts revenus. Je ne sais pas si vous avez suivi cette affaire parce qu'elle est assez technique, comme tout le reste d'ailleurs, j'en conviens, mais sur les hauts revenus, quand même, là, c'est le pompon. Jusqu'à présent, pour les plus hauts revenus, jusqu'à 324 000 € annuels de revenus, ça fait donc peu de monde, sûrement très peu dans cette salle, mais jusqu'à 324 000 € annuels de revenus, vous cotisiez au même taux que les autres. Et au-dessus de 324 000 € annuels de revenus, c'est une cotisation dite symbolique de 2,8%, parce que votre salaire éventuel au-delà de 324 000, encore moins de monde, lui n'ouvre plus de droits supplémentaires à la retraite. Eh bien ce plafond de 324 000 €, Emmanuel Macron, dans son projet de loi, le divise quasiment par 3. Il le rabaisse au niveau de 120 000 € annuels, 10 000 € mensuels. Donc ça veut dire que toutes celles et ceux qui jusqu'à présent, jusqu'à 324 000 € ouvraient des droits à la retraite, n'en ouvriront maintenant que jusqu'à 120 000 € annuels. Vous croyez qu'ils vont se laisser faire les poches au-delà de 120 000 €? Évidemment que non. Donc c'est un appel très clair, un message extrêmement limpide qu'Emmanuel Macron leur adresse, qui consiste à leur dire, mais vous là qui avez les moyens, qu'est-ce que vous allez encore vous embêter avec ce modèle de gauchiste, là, la sécurité sociale, le truc où les caisses de retraite sont gérées par les syndicats de travailleurs, mais vous avez un peu de pognon. Alors allez-y, allez voir le banquier, allez voir l'assurance, allez danser le black rock'n'roll pour faire en sorte qu'on puisse compléter votre pension. Voilà ce qui va se passer. Voilà ce qui va se passer, évidemment. Vous savez, il faut bien vous dire une chose, 300 milliards d'euros dans des caisses qui sont gérées par les syndicats, les partenaires sociaux, comme ils disent, 300 milliards d'euros gérés dans des caisses par des syndicats de travailleurs, mais il y en a, ça leur colle l'urticaire depuis des années. Ils cherchent depuis des années la solution pour faire en sorte qu'on puisse transférer une part de ce pactole vers le privé. Emmanuel Macron, bien inspiré, qui a reçu en grande pompe les fonds de pension, et puis les assurances et les banques, ceux avec qui M. Delevoye a oublié de signifier qu'il avait quelques liens. Mais eux, les assurances et les banques, ils n'oublient pas qu'ils ont des liens avec M. Delevoye, ils le disent. Ils disent leurs liens avec la réforme des retraites. Moi, je m'en amuse. Il n'y a pas une matinale radio qu'on fait en ce moment où on parle des retraites, sans que dans la petite page de publicité qui précède votre interview, sur 4 publicités, il y en a au moins 2 pour le fonds de pension qui vous propose le complément pour la retraite ou le banquier ou l'assureur. Donc moi je m'en sers après. Et vous ne croyez pas que là il y a justement un petit moment qui est plutôt savoureux pour les assureurs et les banques? Évidemment que c'est à ça qu'ils vont procéder. Évidemment que c'est ça l'objectif réel de ce qu'ils vont faire. Faire en sorte que ce transfert des richesses s'opère. Et pour que cette règle d'or de 14% du PIB soit appliquée, c'est-à-dire une règle purement austéritaire, arbitraire, qui ne répond à rien de rationnel, eh bien la variable d'ajustement, c'est vous, c'est nous tous, c'est la vie des gens. La variable d'ajustement d'un objectif comptable absurde, c'est l'âge auquel les gens partiront en retraite. Et peu importe si à la fin c'est métro, boulot, caveau, on s'en fout, vous travaillerez jusqu'au bout. Voilà ce qu'ils sont en train de nous préparer, quoi qu'ils disent. Alors ils ont bon dos après de venir nous voir et de nous parler d'universalité, de justice ou d'équité. Ça va, on a compris de quoi ils vont retourner et on n'en veut pas. Le dernier argument qui nous a été beaucoup sorti, c'est cette retraite, elle va être très favorable aux femmes. Alors moi je ne voudrais pas les décevoir, mais il faut qu'on m'explique comment
compte tenu de ce qu'est la vie des femmes aujourd'hui et ce qu'est leur parcours de vie, comment on fait pour avoir une carrière complète et suffisamment de points quand on sait ce que sont les parcours de la vie? Parce qu'il y a beaucoup de situations de famille où vous n'allez pas pouvoir cumuler des points. Et puis surtout, vous avez vu aussi cette avancée sociale majeure, la majoration de votre pension dès le premier enfant. Et oui, parce que d'abord, forcément, dans leur tête, une femme, c'est forcément une mère de famille. Il y a un modèle déjà familial qui est bien plaqué sur le papier. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'alors qu'aujourd'hui, la majoration est de 10% à partir du troisième enfant, là, ils disent, oui, nous, c'est dès le premier, mais c'est 5%. Et puis surtout, ils disent une chose intéressante, c'est que, automatiquement, la majoration de pension, elle va être sur le salaire de la femme, la pension de la femme, mais à discrétion du couple et de ceux qui le composent, et bien éventuellement, on pourrait décider, le couple pourrait décider que cette majoration de pension, elle aille finalement à l'homme. Et comme vous savez comme moi qu'en général, dans un couple hétérosexuel, un homme gagne mieux qu'une femme, il y a fort à penser que si le couple, et c'est bien logique, souhaite avoir une majoration la plus importante, eh bien cette majoration de 5%, elle soit attribuée finalement au salaire des hommes. Et les femmes en sortiront bien évidemment gagnantes, tout le monde l'a compris. Donc même cet argument ultime sur les femmes ne tient pas debout et ne fonctionne pas. Alors maintenant, je vais finir avec, sur le décryptage, avant de vous parler quand même des quelques propositions que nous avons à faire pour achever cette soirée, je vais quand même essayer de faire en sorte que personne ne puisse repartir de cette salle sans avoir compris l'enfumage sur l'âge pivot. Parce que depuis ce week-end, plus personne ne comprend rien, et ne soyez pas étonnés, c'est fait pour. Et ça a été bien organisé. On sait que Macron est très habile, on sait qu'ils sont très forts, et là, c'est clair, ils ont fait fort. On avait vu le poteau rose arriver, mais là, sur l'âge pivot, quand même, ils ont dépassé les bornes. Alors reprenons le fil de l'histoire. Au départ, quand ils ont voulu faire cette réforme des retraites, souvenez-vous-en, leur objectif était d'embarquer à partir de la génération née en 1963. On a beaucoup parlé de ça au départ, vous vous en souvenez peut-être, la génération 63. Puis ils se sont rendus compte d'une chose, considérant le mouvement social et ses composantes, c'est que cette génération en 1963, quand même, elle est quand même pas mal représentée parmi les gens qui sont syndiqués et qui font grève. Et donc ils se sont dit, il y a une chose à faire, c'est peut-être d'enjamber cette génération-là et de faire commencer la réforme des retraites par points plus tard. Donc, Édouard Philippe, quand il a fait ses premières annonces de cadrage de la réforme, souvenez-vous-en, c'était un peu avant la période des fêtes, il est arrivé devant nous et il a dit « Le système de retraite par points s'appliquera pour la génération à partir de 1975. » Et là, tous ceux qui sont entre 1963 et 1975, rassurez, c'est pas pour nous. Désolé, mais si. Parce qu'un peu plus tard, dans le même discours, Édouard Philippe a dit autre chose. Système par points, 1975, ça on a compris. Mais un peu plus tard dans le discours, il dit autre chose. Il dit « Toutes celles et ceux qui partiront en retraite en 2027 devront avoir atteint un âge d'équilibre pour avoir une pension à taux plein de 64 ans. » Alors là, vous faites un petit calcul de coin de table, mais en quelle année faut-il être né pour avoir 64 ans en 2027 ? Vous faites donc 2027 moins 64, et vous tombez sur 1963. C'est pas mal quand même. Ça veut dire qu'il leur dit en gros, à ceux nés entre 63 et 75, vous n'êtes pas concernés par le système à points, mais comme vous n'êtes pas concernés, on a quand même envie de vous faire bouffer la principale conséquence de ce qu'aurait produit son application sur vous, messieurs, dames, à savoir le fait que pour avoir une pension à taux plein, vous serez tout de même obligé de partir à 64 ans. Et le tour est joué. Et c'est sur ce point-là, et uniquement sur ce point-là, et en quelque sorte, une deuxième réforme dans la réforme, une mesure d'économie budgétaire avant la mise en place du système à points. C'est uniquement sur cette mesure-là que M. Laurent Berger, la CFDT et les syndicats réformistes sont venus contester et nous parler de l'âge pivot. Or, depuis, on ne parle plus que de l'âge pivot, c'est très habile, hein. On cuisine un beau gâteau, indigeste, puis on met une petite cerise qu'on voit bien au-dessus, puis on ne discute plus que de la cerise, et quand on trouve un compromis sur la cerise, c'est obligé de bouffer le gâteau. C'est ça leur système en réalité, c'est ça qu'ils sont en train de faire en ce moment. Parce que du coup, désolé de vous décevoir, hein, pour celles et ceux qui avaient compris depuis que les médias parlent de l'âge pivot, que c'était l'âge pivot pour tous ceux qui vont voir s'appliquer le système par points, non, désolé.
pour tous ceux qui vont se voir appliquer le système par points, c'est-à-dire ceux qui sont nés dès 1975 et ceux qui rentreront sur le marché du travail dès 2022, de fait, quand on a un objectif qui est de faire en sorte que la part des richesses consacrées aux retraites reste à 14%, eh bien, évidemment, que le système par points va se voir attribuer un âge pivot. Dans le projet de loi, c'est un âge d'équilibre. Mais les amis, âge d'équilibre, âge pivot, ça veut dire la même chose. C'est l'âge auquel vous pourrez partir avec une pension à taux plein. Et désolé de vous décevoir aussi, si parce qu'on a beaucoup parlé de 64 ans, vous aviez compris que l'âge pivot serait ad vitam aeternam de 64 ans. Non, non. Il y a un rapport très bon d'un monsieur brillant dont on a un peu parlé ce soir, monsieur Delevoye, qui a un rapport assez calorique, il faut se le bouffer, mais il faut pouvoir le faire. Ce rapport de Delevoye, il est très clair. Il prévoit les âges d'équilibre anticipés, génération après génération. Et 64 ans, c'est la première marche de leur système. Mais plus on avance, plus on passe d'une génération à l'autre, plus cet âge pivot va se décaler. Et par exemple, moi j'ai regardé, pour ma génération, celle qui est née en 1990, dans le rapport de Delevoye, c'est écrit 1990, une colonne, et en face, pouf, 66 ans et demi. Parce qu'effectivement, génération après génération, l'âge pivot va se décaler. Il faut que vous compreniez qu'avec le système par points, plus vous êtes nombreux à table, plus vous avez une plus petite part du gâteau. Donc en fait, pour le dire autrement, et de manière un peu crue, vous avez intérêt pour avoir un meilleur niveau de pension que dans votre génération on canne assez vite, en quelque sorte. Vous avez intérêt à faire le pari que les gens meurent tôt, parce que comme ça, vous aurez une plus grosse part du gâteau. Voilà, tout le monde l'a compris. C'est exactement ce que va faire le système par points. Donc, revenons à nos moutons et à ce qui s'est passé ce week-end. Le fameux compromis, tant attendu, mais provisoire quand même. Eh bien, en réalité, il ne concerne que l'âge pivot à 64 ans comme mesure d'équilibre avant l'entrée en vigueur du système par points. Voilà, c'est tout. Donc, en vrai, sur le projet fondamentalement de système par points doté d'un âge pivot, d'un âge d'équilibre, il n'y a pas le moindre bougé. Il n'y a pas le moindre bougé. Par contre, ça leur permet à tous de dire que ça y est, sur l'âge pivot, c'est réglé, pourquoi vous faites grève encore? Bah non, c'est vous qui avez rien compris. En vrai, il n'y a rien qui a bougé. Et puis, M. Dorphilippe peut venir parader sur le plateau de télé en vous disant le niveau des pensions ne va pas diminuer. Bah, bien sûr, on a bien compris. Sauf que pour avoir le même niveau de pension, il faudra travailler toujours plus longtemps. Et que là où il fallait par exemple 62 ans pour atteindre un niveau de pension donné, eh bien demain sera 64, 65, 66. C'est bon? Tout le monde a compris? Ok, donc quand vous repartez de cette salle, vous tâchez d'être contagieux et vous tenez tête à tous ceux qui vous disent mais pourquoi est-ce que tu cries encore là? Ils ont tout réglé, l'âge pivot. Bah non, il n'y a rien de réglé. C'est une vaste fumisterie et j'espère que ce soir on aura contribué à la lever. Donc il n'y a qu'une seule issue raisonnable à cette situation. C'est le retrait du projet de loi. C'est le retrait pour qu'on puisse véritablement discuter d'autres propositions. Parce qu'on peut faire autrement. Parce qu'on peut faire autrement. Et donc nous, avec la France Insoumise, toujours conséquent, on a édité ce petit document dont on me dit depuis quelques jours qu'il est un véritable succès. Ça va être un best-seller de librairie. Si vous ne l'avez pas encore commandé, allez-y. C'est le contre-projet de la France Insoumise. Et comme Édouard Philippe a dit l'autre matin sur RTL, qu'il était ouvert à toutes les modalités permettant de retrouver l'équilibre financier, je l'ai pris au mot l'après-midi même, je lui ai remis en main propre ce contre-projet en lui disant monsieur Édouard Philippe, si votre objectif c'est vraiment l'équilibre financier, tenez, il y a des solutions là-dedans et vous aurez votre objectif. Et bien sûr que non, lui il ne voit qu'une seule modalité pour le retour à cet équilibre financier, c'est que tout le monde travaille plus longtemps. En réalité, nous avons un projet qui est strictement inverse au leur. S'il fallait d'un mot comparer les deux, je l'ai dit, eux ont un objectif comptable, austéritaire, budgétaire, c'est 14% du PIB, et leur variable d'ajustement, c'est la vie des gens. Bah nous, c'est l'inverse. Nous, l'objectif politique, c'est la vie des gens. À quel âge on doit partir en retraite et avec quel niveau de pension? Finalement, les deux seules questions fondamentales que les gens se posent quand ils parlent de la retraite, et dont ce gouvernement est incapable de répondre. Il ne peut pas répondre à ces deux questions, compte tenu de ce que je viens d'expliciter. Bah nous, c'est tout l'inverse de ce qu'ils font. Nous, on dit, si l'espérance de vie en bonne santé est de 63 ans, il faut pouvoir partir à un âge décent. Pour nous, la retraite, c'est toujours 60 ans. 60 ans 60 ans avec 40 annuités pour le taux plein, et je précise 40 annuités parce que nous y intégrons, nous, véritablement, les périodes précaires de la vie et les périodes où vous n'êtes plus en emploi. Il faut intégrer notamment les périodes passées au RSA dans le calcul de la pension de retraite. Et ça, c'est une mesure qui permet véritablement de lutter contre les carrières hachées, comme ils le disent. Pour une pension complète, aucune retraite inférieure au SMIC.
et pour aucun seigneur de ce pays un niveau inférieur au seuil de pauvreté. Parce qu'en dessous du seuil de pauvreté, M. Macron, on ne vit pas, on survit, et c'est inacceptable de notre point de vue. Quant à la pénibilité dont ils se sont chargés de supprimer les critères essentiels, nous voulons l'étendre et la reconnaître à des professions pour lesquelles elle n'est pas encore reconnue. Prenez un seul exemple, les aides-soignantes des EHPAD. On ne prenait pas en compte le fait qu'elles aussi, elles portaient des charges lourdes. Mais quand vous soignez des personnes âgées, quand vous déplacez leur corps pour pouvoir prendre soin d'eux, les nettoyer, faire la toilette, évidemment que c'est aussi un des critères de pénibilité. Nous pouvons étendre la reconnaissance de la pénibilité à bien des professions. Alors pour financer tout ça, évidemment, en face, notamment sur un plateau ou à l'Assemblée, une fois que vous avez dit ce que je viens de dire, dit oui, mais comment vous financez? Ben là, pas de problème. D'abord, on a même mis de côté tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour financer ce qu'on vient de vous dire, on n'a même pas pris en compte les 60 milliards aux actionnaires, les 127 de fonds de réserve. On met ça de côté, admettons. Ça nous sert de réserve en cas de besoin. Ce sera notre joker à nous, ils en ont plein. Non, pour financer ce système de retraite juste, véritablement solidaire, qui permette que l'on parte à un âge décent avec un bon niveau de pension, eh bien, mes chers amis, il faudrait juste 2 points de PIB de plus d'ici à 2040. C'est pas la révolution, hein. C'est pas la révolution. C'est 14% du PIB aujourd'hui. Pour financer ce que je viens de citer, il nous en faudrait 16 d'ici à 2040. C'est pas énorme du tout. Et en réalité, il s'agit bien de dire que nous avons un problème de répartition de la richesse produite dans ce pays. Et que pour financer les retraites, la principale lutte à mener, c'est celle pour la hausse des salaires. Parce que oui, augmenter les salaires, c'est augmenter les cotisations et les recettes dans les caisses de retraite. Et si les femmes étaient payées au même niveau que les hommes, vous le savez, les 20% d'écart de salaire qui existent en moyenne aujourd'hui permettraient instantanément, en tout cas à court terme, de financer ce modèle de retraite à 60 ans. Je pense que personne dans cette salle, mais personne même normalement parmi les macronistes, qui ont fait de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes et de l'égalité femmes-hommes leur grande cause nationale, devrait effectivement être satisfait d'apprendre qu'ainsi on pourrait financer la retraite à 60 ans. Mais à plus long terme, toutes les projections économiques indiquent que l'on peut augmenter et le salaire net et le taux de cotisation comme on l'a toujours fait. Quand on a commencé avec le système de retraite, le taux de cotisation moyen était autour de 8,5%. J'ai dit tout à l'heure qu'on avait augmenté, à mesure que la part des seniors augmentait, la part des richesses consacrées aux retraites. Aujourd'hui, c'est à peu près 17,75%. Nous aurions besoin de simplement le passer à 19%. À la condition que chacun comprenne bien une chose, c'est que ce niveau de cotisation peut augmenter moins vite que votre salaire, si véritablement on s'emploie à revendiquer une hausse de salaire. Rien qu'1% d'augmentation de salaire, c'est 2,5 milliards de plus dans les caisses pour les cotisations. 100 000 emplois créés, et quand on vous parle par exemple de planification écologique, c'est jusqu'à plus d'1 million. 100 000 emplois créés, c'est 1,3 milliard de cotisations en plus dans les caisses. Bref, vous voyez bien que des solutions pour financer les retraites, autrement qu'en faisant en sorte que la retraite par points soit le travail sans fin, eh bien on en a. Alors les amis, une chose est sûre, après un mois de grève maintenant, c'est l'heure de l'élargissement, c'est l'heure du renfort par tous les moyens, c'est l'heure de la contagion des arguments. Il y a de multiples propositions, de multiples contre-projets, mais surtout de multiples façons, argument après argument, de convaincre autour de vous par tous les moyens de ce qu'ils s'apprêtent véritablement à faire. N'en rabattez jamais. Je sais que parfois, quand ça discute beaucoup de politique, par exemple, certains me disaient des fois au boulot, j'arrive, ils sont tous à la machine à café en train de parler de la réforme des retraites et ils sont tous d'accord, ils disent voilà, c'est réglé, l'âge pivot, machin. Et moi je me décourage, quoi. Ils sont 5 autour de la machine à café, et tôt le matin, j'ai pas envie de me prendre la tête avec eux et de commencer ma journée par une discussion pourrie pour leur expliquer combien ils ont tort. Mais si, faites-le, pourrissez les discussions autour de la machine à café, les dîners en famille. Ayez ce courage-là, parce que ça ne peut fonctionner que comme ça, par la contagion des idées, par la diffusion des arguments. Soyez contagieux, ne vous contentez pas d'être convaincus. J'achève les amis, le poète disait « Ceux qui vivent sont ceux qui luttent ». Je crois que ce soir, une fois encore, on peut le dire, nous sommes bien vivants.